Eh bien, écoutez, en effet, une très, très belle destination dont Voyage d'Exception est devenu en quelque sorte le spécialiste après toutes ces années et les très nombreux voyages qu'il organise année après année. Alors, le Japon, c'est quand même assez loin, comme vous voyez, c'est à l'autre bout du continent eurasiatique. C'est un archipel qui est dans la partie occidentale de l'océan Pacifique, très loin donc, et en même temps un pays très proche parce qu'il est très familier des Français. Les Français adorent le Japon, c'est une de leurs destinations favorites. S'ils pouvaient y aller plus régulièrement, il y a quand même 450 000 Français, 350 000 Français pardon, qui vont au Japon chaque année. Et la grande exposition comme Japan Expo reçoit 400 000 visiteurs pardon, en l'espace de quelques jours seulement. Donc il y a un vrai engouement pour le Japon qu'on reconnaît également dans le goût pour les mangas, pour la gastronomie, pour la culture, la civilisation japonaise, les films japonais, dont les Français sont très curieux. Donc c'est un pays qui est à la mode, entre guillemets, et Voyage Exception est probablement le voyagiste croisiériste qui est le plus spécialisé, puisqu'il a accumulé au fil du temps un très grand savoir-faire en matière sur cette destination, avec, comme vous voyez ici, une trentaine d'escales qui seront desservies par l'un ou l'autre des navires pardon, de voyage d'exception. Alors, ces croisières, pardon, se déroulent sur 4 navires différents, mais qui sont tous assez comparables finalement. Près de 300 mètres de long, un peu plus ou un tout petit peu moins de 2 000 passagers. Ce ne sont pas du tout les mastodontes, qui sont très mis en cause, en ce moment. C'est des navires qui sont de petite dimension relativement, avec, un peu, autour de 2 000 passagers. Des navires qui sont en même temps suffisamment grands et confortables pour offrir un très grand niveau de confort, de luxe même dans certains cas, heu, pour vous, dans tous les cas. Alors voilà, un atrium sur un navire de la compagnie Princess, par exemple. L'atrium, c'est un peu la la place du village vers laquelle tous les ponts se regroupent et où les passagers se retrouvent. Le précédent était un peu bling bling, celui-là est beaucoup plus discret. C'est sur la compagnie Celebrity. Voilà, des salons également. Alors, l'intérêt d'un grand bateau, évidemment, c'est qu'il y a plusieurs salons, plusieurs bars, et qu'on peut choisir celui qu'on préfère, et que surtout, au fil du temps, vous allez vous retrouver avec vos amis dans le bar que vous préférez pour prendre un verre avant le repas ou pour prendre un thé en fin d'après-midi, par exemple. Voilà encore un autre exemple de salon sur un navire de la compagnie Holland America. Voilà un autre exemple de salon sur un navire de la compagnie Celebrity. Voilà 2 bars, par exemple, un bar extérieur, que ce soit un navire de compagnie Celebrity et un bar intérieur également. Donc une très grande variété, une très grande offre de divertissement et de loisirs qui se traduit également en termes de restauration. Alors voilà, le restaurant principal dans un navire de la compagnie Celebrity, le Millennium dont je vais parler tout à l'heure. Alors cette salle à manger est assez grande, assez vaste, mais il y a toujours un endroit qui vous est réservé pour les passagers de voyage d'exception, où le menu sera édité en français et où vous aurez des serveurs qui parlent français également. Donc ne soyez pas inquiets, même si le bateau est majoritairement un bateau anglophone, il y aura toujours un endroit de la salle à manger qui vous sera dédié, qui vous sera réservé, où vous vous retrouverez entre vous et où, encore une fois, le service et le menu seront en français. Voilà une autre salle à manger d'un autre navire de la compagnie Holland America cette fois-ci, et cette fois-ci de la compagnie Princess. Donc des grands salons, des grandes salles de restaurant assez confortables, comme vous voyez, et où à chaque fois, un coin de ce restaurant vous sera réservé. Alors l'autre option, c'est le buffet. Il y a des buffets sur tous les navires dont je vous ai parlé, qui sont très agréables, très ouverts également, très vitrés, et là on peut se servir un peu comme on veut. Alors l'amplitude d'ouverture des buffets est très vaste, si bien que quel que soit le moment où vous vous levez le matin et celui où vous vous couchez le soir, le buffet sera ouvert pour vous et vous trouverez toujours de quoi vous sustenter. Alors voilà, c'était sur Holland America, voilà comment ça se passe sur, Celebrity, c'est la même chose, hein. Des grandes pièces très, très claires avec un choix, alors j'ai pas fait de photo des buffets, hein, mais un choix de buffet absolument phénoménal, et on peut manger à peu près de tout, de la cuisine occidentale, de la cuisine asiatique, de la cuisine régionale, c'est très, très varié, et on peut vraiment trouver, toujours quelque chose qui convienne, à quel que soit son appétit. Et puis le matin, enfin, ou même le soir du reste, si vous avez envie de faire un room service, vous pouvez également livrer le petit déjeuner dans votre cabine et le prendre sur votre balcon, si vous en avez un, ou dans votre lit si vous préférez. Enfin, tous ces navires, indépendamment du buffet dont j'ai parlé, des salles de restaurant dont j'ai parlé, ont toujours, à côté de la piscine, une sorte de stand dans lesquels on peut commander, pardon, des frites, un hamburger ou un hot dog un peu à la manière américaine. Alors c'est très pratique ces petits stands parce que quand on rentre tard d'excursion ou quand on part tôt, au contraire, on peut trouver facilement de quoi manger à cet endroit-là sans attendre l'ouverture des bars ou des restaurants.
Alors, qui dit grand bateau dit également offre de divertissement assez étendue. Il y a toujours des piscines extérieures avec des jacuzzis, comme on voit ici sur Celebrity, ou des piscines intérieures, des piscines intérieures, comme on voit ici, par exemple sur Celebrity, avec c'est presque de la balnéothérapie qui vous est offerte dans cette grande piscine intérieure, avec des jets d'eau, etc., etc. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un grand confort qui vous est proposé, une grande offre de loisirs. Il y a dans certains bateaux, comme ici sur Holland America à gauche, une véritable librairie, une bibliothèque, pardon, et puis des suites thermales, des spas qui sont très développés et qui font maintenant partie pratiquement de l'accompagnement de tous les navires de croisière. Un bon navire de croisière est forcément équipé d'un spa pour passer des moments de détente, de relaxation à bord. Il y a également dans tous les bateaux de croisière maintenant des salles de sport très bien équipées avec des matériels de dernière technologie, comme on voit ici par exemple. Vous pourrez essayer de perdre les kilos que vous aurez accumulés au cours de vos repas dans les salles de restaurant que j'ai décrites. Alors n'essayez pas de perdre de poids devant les machines à sous des casinos. En revanche, vous pourriez tenter votre chance. euh, Pourquoi pas, c'est l'occasion ou jamais. Alors tous ces bateaux sont également équipés de très très grandes salles de spectacle. Encore une fois, soyez sans inquiétude, même si le bateau est anglophone, les spectacles sont des spectacles de cabaret, donc vous verrez essentiellement des prestigitateurs, des magiciens, des ballets, du danseur, des acrobates qui rendent ces spectacles très visuels. Bon, voilà une salle sur Princess, voilà une salle sur Celebrity, et voilà un détail des spectacles avec un peu de pyrotechnie, comme on peut en voir assez régulièrement, du ballet, de la chanson, comme on peut en voir régulièrement sur ces salles de spectacle. Donc, c'est des spectacles de très grande qualité, hein, c'est pas du tout. Il y a près de 1000 personnes dans ces théâtres, et les spectacles qui sont réservés sont des spectacles de très bonne qualité. Et puis pour vous, Français, qui participent au groupe Voyage d'exception, évidemment, vous aurez des conférences parce que c'est un peu la signature de Voyage d'exception, c'est d'accompagner ces passagers complètement, puis également de leur proposer des conférences qui leur permettent d'avoir un aperçu beaucoup plus global, beaucoup plus précis, détaillé également de la destination. Donc vous avez à gauche le bureau où se tiendront les permanences et dans le journal de bord en français qui sera glissé sous votre porte, vous aurez l'heure de rendez-vous de ces permanences et vous pourrez demander aux accompagnateurs de voyages d'exception qui sont là. Si vous avez un problème avec votre cabine, votre restaurant, vos excursions, votre départ, votre arrivée, ils seront à votre disposition pour répondre à vos questions. Et puis la salle de conférence qui est là, là c'est sur Celebrity. Là, c'est de nouveau sur Celebrity. Là, c'est sur Holland America. Ce sont des salles de restaurant, de conférences, pardon, où naturellement, vous allez prendre vos habitudes. Très rapidement, le groupe aura l'habitude de se retrouver à cet endroit-là et vous prendrez toutes vos marques à l'occasion de ces conférences qui vous permettront de vous retrouver. Certaines salles de conférences sont très confortables, comme ici, par exemple, sur Holland America, où on a un véritable petit amphithéâtre qui nous est réservé et où on est vraiment entre soi. C'est très agréable et confortable. Alors, j'ai parlé des salles publiques, il y a des salles privées maintenant. La partie privée, c'est essentiellement vos cabines. Alors, qu'elles soient intérieures comme ici sur Celebrity, ou extérieures comme sur Celebrity ici, ou intérieures sur Princess ou extérieures sur Princess, elles sont toutes très confortables, en particulier la catégorie véranda, avec des balcons, évidemment, qui est un peu le fin du fin, et qui ouvre sur une petite terrasse sur laquelle il y a en général deux chaises longues et une petite table. Alors qu'elles soient intérieures ou extérieures, avec fenêtre ou sans, avec véranda ou sans véranda, elles sont toutes équipées de salles de bain complètes, très confortables, avec, comme ici à gauche sur Holland America, une petite baignoire et sur Celebrity, comme ici à droite, une douche avec le revêtement, un revêtement qui imite le marbre à l'intérieur de la salle de bain. Donc, encore une fois, c'est très luxueux, très confortable, quelle que soit la catégorie de cabine que vous aurez choisie. On va arriver après un vol d'environ 12 heures à Tokyo. Alors, à l'aéroport de Charles de Gaulle, vous allez rencontrer vos accompagnateurs voyage d'exception qui ne vous quitteront pas pendant toute la durée de votre voyage. Ils vont vous remettre votre billet votre billet d'avion à l'aéroport de Charles de Gaulle et jusqu'à votre retour à Charles de Gaulle, quand vous aurez pris votre bagage sur le convoyeur 18 jours plus tard, ils seront encore avec vous. Donc le vol est très simple, c'est un vol direct en général, confortable parce qu'il n'y a pas d'escale. Ça pose absolument aucun problème. C'est soit un long vol de jour, soit un vol de nuit, donc encore une fois sans aucun problème, et qui est plutôt confortable. Alors un mot à ce sujet sur
les croisières elles-mêmes, elles ne nécessitent pas de préparation physique. Si vous êtes, si vous savez, si vous êtes mobile, si vous pouvez marcher simplement tout seul, si vous êtes autonome, il n'y a aucun problème particulier. Quand il y a des marches à grimper, quand il y a des escaliers à gravir, vous êtes prévenu en avance et à ce moment-là, vous pouvez rester dans le bus si vous n'avez pas envie de les monter. Mais dans tous les cas, les croisières, enfin toutes les excursions qui sont prévues sur cette croisière sont des excursions pardon, qui sont très faciles d'accès si vous êtes autonome en marche à pied. Il n'y a pas besoin d'être un marcheur chevronné. Si vous savez marcher tout simplement, il n'y a pas de problème, vous pourrez faire toutes les excursions. Ça, c'est un petit point qui est important à signaler. En arrivant à Tokyo, alors quelle que soit la croisière que vous allez faire, le processus est absolument identique. Vous serez accueilli à Tokyo par des guides japonais qui ne vous quitteront pas de toute la croisière. Alors ça, c'est encore une fois un grand intérêt de voyager avec Voyage d'Exception. Vous aurez des guides japonais qui seront à bord avec vous, donc ils seront à terre et c'est eux qui guideront les excursions à terre. Et le soir, vous les retrouverez en salle à manger. Vous pourrez donc discuter avec eux, échanger avec eux, leur poser des questions que vous n'avez pas pu leur poser dans la journée. Et c'est très agréable donc d'avoir ce recours euh, en permanence vers des professionnels qui connaissent très bien la destination et qui sont en plus, qui parlent japonais qui plus est, donc vous pourrez leur poser toutes les questions qui vous intéressent. Alors, donc après l'arrivée à Tokyo, vous allez tout de suite être frappé par l'extraordinaire vitalité de cette ville, euh, avec son caractère très flamboyant, l'hypermodernité également. Tout paraît assez désordonné et chaotique, et en fait, tout est millimétré, réglé, propre. C'est vraiment extrêmement étonnant. Et à côté de cette hypermodernité, vous verrez également la tradition. Et il y a un contraste permanent et un dialogue également permanent entre la modernité et la tradition. Voilà le temple de Sensoji dans le quartier d'Akusaka à Tokyo, qui voisine vraiment avec des immeubles de très grande hauteur. Donc c'est très étonnant de voir la concomitance en fait de ces deux traditions. Et c'est un des attraits, à mon avis, du Japon, ce qui rend ce pays si fascinant justement, c'est également le rapprochement de ces deux traditions. Alors, dès le lendemain matin, vous serez de nouveau plongé dans l'univers traditionnel japonais en assistant à une cérémonie du thé. C'est finalement une technique assez millénaire au cours de laquelle on va vous apprendre, vous montrer comment préparer un thé et comment le consommer. Mais tous les gestes de la personne qui prépare le thé sont absolument millimétrés. On a l'impression presque d'une chorégraphie avec du thé matcha qu'on vous fera goûter ensuite. Et vous verrez donc l'importance que les Japonais accordent donc au cérémonial et à la tradition. Avant de gagner le bateau, vous traverserez Tokyo, évidemment, et vous verrez certains quartiers, comme ici Akihabara, où vous aurez le temps de retourner après la croisière. La croisière elle-même commence à Yokohama, qui est un port voisin de Tokyo et qui a été pendant très longtemps la porte d'entrée du Japon. Après une nuit de navigation, après Yokohama, vous allez arriver à Shimizu, qui est au pied pratiquement du mont Fuji et qui est une escale absolument étonnante parce que on a vraiment le sentiment qu'on est vraiment au cœur du Japon éternel. Alors vous irez voir la plage de Mio Matsubara que vous avez sous les yeux. Et cette plage, elle est étonnante. Figurez-vous que j'ai retrouvé une gravure d'un dessinateur d'estampes du 19e siècle, qui s'appelle Hiroshige. Et il reprend la plage de Matsubara dont je viens de parler. Et vous voyez que c'est presque le même paysage, avec les forêts de pins à l'arrière-plan, et puis la plage au premier plan, et le mont Fuji qui domine l'ensemble. Alors vous irez voir également à l'escale de Shimizu, vous irez voir le lac Ashinoko avec le sanctuaire Hakone, dont on voit ici le torii. Vous verrez également un temple, Kunozo Toshogu, dans les montagnes, sur les contreforts du mont Fuji. Et vous verrez également la vallée d'Owakudani, qui est une vallée encore une fois, à flanc de mont Fuji. Mais le mont Fuji est un volcan actif et il y a énormément de fumerolles, de sources d'eau chaude également dans les environs du mont Fuji. Et vous verrez donc cette espèce de soufrière assez étonnante sur les pieds de la montagne. Le lendemain, on va arriver à Osaka, qui est la deuxième plus grande ville du pays, une ville formidable. Alors, autant Tokyo est très réglé, très propre, très méthodique, très organisé, c'est un peu la Suisse, Tokyo, si vous voulez. Et
Osaka, c'est plutôt Marseille, donc c'est plus désordonné, plus chaotique. C'est la capitale de la gastronomie japonaise, donc on a l'occasion de pouvoir goûter la gastronomie japonaise. Et puis on verra quelques monuments importants comme le château d'Osaka que vous avez sous les yeux. Vous verrez également l'immeuble Umeda que vous avez sous les yeux avec des passerelles qui traversent, qui sont presque en plein ciel, c'est assez spectaculaire. On est à 180, 173 mètres de haut quand même, donc c'est une jolie expérience à faire. Et puis vous baladerez également le soir dans le quartier d'Otonbori à gauche et de Americabuna Bura que vous voyez ici à droite, avec encore une fois ces grandes enseignes lumineuses. Et il y a une ambiance absolument extraordinaire à Osaka le soir parce que les rues sont pleines de monde, c'est très vivant, c'est un peu la Méditerranée, entre guillemets, du Japon. Donc il y a une ambiance extrêmement chaleureuse. Et j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, mais c'est également la capitale gastronomique du Japon, pour une raison assez simple, c'est que la ville de Kobe est dans la banlieue d'Osaka et le fameux bœuf de Kobe est élevé dans les pâturages qui se trouvent à proximité également. Et Voyage d'exception vous a réservé à cette occasion un dîner dans un restaurant d'Osaka où vous goûterez le fameux bœuf de Kobe. Alors c'est un filet de bœuf très persillé qui a une tendreté absolument étonnante, très remarquable. Si vous ne l'avez pas goûté, c'est vraiment, il y a pas d'équivalent à ma connaissance que la dégustation de ce bœuf. Alors, j'en profite pour dire un mot sur la gastronomie japonaise. Si vous pensez que la gastronomie japonaise, c'est uniquement des makis, des sushis, et des yakitori et des ramen, vous faites erreur. Et Voyage d'exception a à cœur de vous montrer, au cours de chacun des restaurants qu'il a réservés pour vous, que la gastronomie japonaise réserve bien des surprises. À ce sujet, du reste, la ville de Tokyo, par exemple, est la ville du monde qui compte le plus de restaurants étoilés Michelin, aussi bizarre que ça paraisse. Donc la gastronomie japonaise a énormément de trésors qui sont inconnus chez nous et l'occasion des restaurants à terre que Voyage d'exception vous a réservé, c'est de goûter justement tous ces plats assez étonnants. Bon, je vous montre quelques exemples. On mange à la fois du poisson cru, du poisson cuit, du poisson mariné, mais aussi de la viande, des œufs, de l'omelette, des légumes de toutes sortes qui sont préparés de différentes façons, des riz également qui sont accommodés de toutes sortes, des pâtes. Voilà, donc c'est vraiment une cuisine très complète, très raffinée, à laquelle Voyage d'exception vous invite au cours de ce voyage. Et puis l'après-midi, en général, l'escale d'Osaka dure 2 jours. On arrive à Osaka le matin, on passe la journée à Osaka et le lendemain, on va à Kyoto. Et évidemment, pour aller d'Osaka à Kyoto, pardon, Voyage d'exception vous a réservé un petit voyage en Shinkansen parce qu'une visite du Japon sans un transit en Shinkansen serait complètement incomplète. C'est un peu le mode de transport iconique du Japon. Donc là, même si le trajet est assez court, ça vaut la peine de faire ce petit voyage jusqu'à Kyoto qui est à une trentaine, une quarantaine de kilomètres au nord d'Osaka. Alors Kyoto n'a pas du tout été amochée pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a même été admirablement préservée et on peut y voir encore des temples qui sont complètement intacts, comme le fameux pavillon d'or, le Kankakuji que vous avez sous les yeux, dans son décor végétal d'origine. C'est absolument formidable et toute la ville de Kyoto a été épargnée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale et elle est encore complètement intacte, notamment le quartier de Gion, dans la partie orientale de la ville, à flanc de colline, où se trouve un quartier traditionnel où on peut encore croiser dans les rues comme ça des geishas ou des apprentis geishas. Vous irez voir également à Kyoto le temple de Fushimi Inari Taisha que vous avez sous les yeux, qui est constitué, en tout cas pour sa partie antérieure, d'une série de torii qui conduisent finalement au temple lui-même. Et c'est très spectaculaire, évidemment, d'avoir ces portiques alignés les uns derrière les autres de façon presque ininterrompue. Vous verrez également à Kyoto le Kodaiji, le fameux temple Kodaiji, qui est construit également à flanc de colline et qui est tout à fait spectaculaire. Et puis, le Kyoto sera l'occasion d'expérimenter pour la première fois les jardins japonais, comme celui-là, par exemple, dans un temple à Kyoto. Alors, le jardin japonais, le jardin sec, comme on voit ici, est destiné à être un support à la méditation. Donc, les pièces qui ouvrent sur le jardin, comme on voit ici à l'extrême droite, sont des pièces réservées aux moines dans lesquels il médite. Et le jardin simule l'univers tout entier. Au premier plan, vous avez la mer avec des graviers qui ont été ratissés, avec vous voyez, ça fait des mouvements un peu de méandres qui figurent l'océan. De l'autre bout du jardin, on voit le rivage avec le décor de cette côte un peu découpée, avec des rochers. À l'arrière-plan, des rochers plus hauts qui figurent les montagnes. Et enfin, tout à fait en haut, des arbres dont les branches figurent les nuages.
Donc un paysage comme celui-là, qui a été très mesuré, très travaillé, très réfléchi évidemment, a pour vocation d'aider les moines qui le regardent à rentrer dans leur méditation de façon plus facile. Mais l'art du jardin, c'est vraiment un art total au Japon et je pense que vous aurez l'occasion d'en voir énormément au cours de ce voyage. Si vous êtes amateur, je vous montre juste celui-là parce que je le trouve assez étonnant. Toute la partie que vous avez, la partie centrale et la partie que vous voyez à droite a été entièrement artificielle. La colline à droite est complètement artificielle. Tout a été planté de la main de l'homme. C'est également un jardin sec. Les graviers au premier plan doivent figurer un plan d'eau, vraisemblablement. Et en fait, c'est un jardin qui est complètement dépourvu d'eau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'arrière-plan à gauche, on voit le décor naturel. C'est une vraie montagne. Et donc, la transition de l'artificiel au naturel se fait de façon très subtile et très délicate. Et ça, c'est typiquement japonais comme conception de la nature. Voilà encore un jardin public à Hiroshima. En voilà un autre. Alors, quelle que soit la saison, les Japonais ont à cœur d'avoir des branchages, des feuillages, des fleurs même, qui varient, qui donnent beaucoup de variété au décor. Et puis, il y a plein de détails, comme une passerelle ou une lanterne de pierre ou un arbre taillé, par exemple, qui donnent beaucoup de pittoresque également au jardin. Les Japonais sont assez proches de la nature, aussi paradoxal que ça paraisse, parce qu'ils vivent très majoritairement dans des villes. Près de 9 Japonais sur 10 vivent en ville et dans des grandes villes. Et donc, dès qu'ils ont l'occasion, bah, ils vont dans des parcs, dans des jardins botaniques, pour aller pique-niquer sous un arbre, comme ici à gauche. Et quand ils n'ont pas le choix, bah, ils ont chez eux parfois, dans une espèce de petit bocal en verre, un petit bonsaï qui leur rappelle donc leurs racines naturelles. Et puis enfin, la nature joue un rôle important parce que c'est une sorte de prolongation de l'intérieur des Japonais. Là, par exemple, on a un officier qui rend visite à sa vieille maman et à sa grand-mère en escale à Hiroshima. Et plutôt que d'être reçu chez l'une ou chez l'autre, bah, il va dans le jardin pour se faire prendre en photographie avec ses parentes. Donc ça vous donne un peu une idée de l'importance que les Japonais accordent donc à la nature dans leur vie quotidienne, dans leur société en général. Alors, après les grandes escales de l'île principale de Honshu, Tokyo, Yokohama, Shimizu, Tokyo, Osaka, nous allons traverser la mer intérieure de Seto pour aller dans la plus petite île de, de ce grand archipel, à l'île de Shikoku. Et là, nous allons visiter la ville de Koshi. C'est une petite ville relativement par rapport aux grandes métropoles qu'on vient de quitter, 200 000 habitants. La ville de Kochi, elle est très agréable parce qu'elle est très en dehors en fait de la grande conurbation dont je vais parler, qui va en gros de Tokyo à Yokohama, Osaka et même jusqu'à Hiroshima, et où se concentre l'essentiel de la population japonaise. Sur l'île de Shikoku, au contraire, le rythme est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus campagnard, je dirais, et on peut vraiment profiter de la nature et du calme apaisant du Japon qui est pas si apparent dans les autres endroits. Voilà le temple du Shikorinji avec sa pagode et puis sa porte d'entrée plus ancienne en pleine nature, c'est très étonnant. Et puis après le Shikorinji, on visite un jardin botanique, jardin de Makino, et puis on arrive enfin au château de Koshi que vous avez sous les yeux, qui est un château qui a été construit au XVIe siècle. C'est un des rares châteaux japonais dont le donjon, le Tenshu, qu'on voit ici à gauche, n'a pas été abattu. La plupart des châteaux ont été rasés ou partiellement rasés à l'époque de Meiji, de la restauration Meiji, parce que l'empereur voulait être seul, voulait ne pas avoir, redoutait la concurrence en quelque sorte. Il a fait abattre tous les donjons des châteaux de province. Il n'y avait que le château de l'empereur qui avait le droit d'avoir un grand Tenshu. Miraculeusement, le Tenshu, le donjon donc, du château de Kochi a survécu et on peut retrouver à l'intérieur des poutres, une menuiserie qui date du XVIe siècle, ce qui est absolument étonnant. Et quand on est en haut du donjon, comme on voit ici à droite, on a une vue plongeante sur la cour intérieure du château. Et on s'imagine vraiment la vie du Japon médiéval avec les armureries, les écuries, les endroits où habitaient les gardes, etc., qu'on peut pratiquement recréer dans ce château très étonnant. Alors, expérience aussi remarquable que vous allez faire à Kochi, on va vous remettre une petite enveloppe avec des yens et charge à vous ensuite de trouver à vous restaurer dans le marché de Hirome. Alors le marché d'Hirome est environné de stands
ou qui proposent de la nourriture, des aliments tous différents les uns des autres. Il y a du poisson fumé, du poisson séché, du poisson cru, de la viande, des brochettes, des tempuras, des bouillons avec des nouilles, etc., etc. Et avec la somme qui vous sera allouée, vous pourrez choisir en fait dans l'un des stands environnant le marché ce qui vous intéresse le plus et ensuite aller consommer votre plat sur une de ces tables collectives, comme on voit ici, au milieu des Japonais. Donc c'est vraiment une expérience tout à fait d'immersion, tout à fait japonaise que Voyage Exception vous propose et qui est vraiment une expérience très amusante, à mon avis, à faire pour comprendre un peu la façon dont vivent les Japonais et se mélanger à eux de façon naturelle. Après étape de Kochi, on va retourner à Honshu, dans l'île principale, pour aller à Hiroshima. Alors à Hiroshima, vous verrez bien sûr le mémorial de la bombe atomique, comme on voit ici à gauche. Et puis vous verrez, vous découvrirez une partie de son musée à droite, là au milieu de la ville. La ville est très moderne, elle a été entièrement refaite, mais on passera assez peu de temps à Hiroshima et on traversera le petit bras de mer qui sépare la ville de l'île de Miyajima, sur laquelle se trouve un très grand sanctuaire. L'entrée du sanctuaire est marquée par ce torii, cette espèce de portique rouge vermillon, qui était supposé indiquer qu'on rentrait dans un lieu sacré. Ça marque donc la sacralité de l'île de Miyajima qui est entièrement réservée à des temples. Il n'y a pas une seule habitation à Miyajima que le temple d'Itsukushima que vous avez sous les yeux, avec sa pagode à gauche, et le temple à droite. Donc vous voyez qu'il allait entièrement les pieds dans l'eau. Alors la photo a été prise à marée basse, mais à marée haute, il faut imaginer que le temple a l'air de flotter complètement sur l'eau. Et puis à l'arrière-plan, vous voyez que l'île de Miyajima elle-même est complètement intacte, parce qu'elle est considérée encore aujourd'hui comme sacrée, et qu'aucune construction n'est autorisée dans ce site protégé. Donc c'est vraiment un endroit tout à fait phénoménal, une des plus belles escales, à mon avis, de la croisière au Japon. Alors après la croisière au Japon, on fera une petite pointe en Corée, à Busan. Alors ça peut paraître un peu bizarre quand on fait une croisière au Japon d'aller faire une escale en Corée. C'est juste à côté, hein, c'est une nuit de navigation, on arrive en Corée. Mais je pense que c'est intéressant quand même pour vous, parce que vu de France, on imagine souvent que la Corée, le Japon, c'est un peu la même chose, bonnet blanc, blanc bonnet. Et en fait, quand on va passer la journée à Busan, après avoir passé quelques jours au Japon, on se rend compte que c'est deux univers complètement différents. Le Japon, c'est un peu la Suisse, et la Corée, c'est un peu l'Italie, si vous voulez. Donc c'est un peu la différence qu'il y a entre les deux pays, les deux cultures, deux civilisations, même si très largement, elles ont des racines évidemment chinoises, notamment pour la religion. Alors vous verrez le temple de Beomeosa à Busan. Vous verrez également à Busan, en haut à droite, le marché aux poissons et aux fruits de mer, qui est le plus important marché aux poissons de Corée et qui alimente en fruits de mer et en poissons l'ensemble du pays. Vous verrez également le, le quartier de Nampodong, que vous avez ici à gauche, un quartier avec plein de petites échoppes formidables, où on peut faire toutes sortes de courses. Et vous verrez surtout le quartier de Gamchon, qui est un ancien quartier de pêcheurs, qui a été entièrement réhabilité, reconstruit. C'est très propre aujourd'hui. On dirait comme ça, vu de loin, un peu une favela colorée. En fait, tout a été entièrement refait. Les petites ruelles sont charmantes, il y a des petits escaliers partout, tout est pimpant, tout a été complètement refait. Et c'est une balade très agréable à faire parce qu'on est dans un décor complètement merveilleux qui semble ne pas avoir changé pratiquement depuis la nuit des temps. Donc une très belle escale en Corée avant de revenir au Japon. Et on va revenir non pas sur l'île de Honshu, non pas sur l'île de Shikoku, mais sur l'île de Kyushu, qui est la dernière grande île de l'archipel dont on va parler maintenant, à Fukuoka. Alors Fukuoka, c'est une ville importante parce qu'elle était, vous voyez, elle est à un jet de pierre de la Corée et un jet de pierre de la Chine. Et le port de Fukuoka, qui s'appelle Hakata, a été pendant très longtemps la porte d'entrée du Japon pour les commerçants chinois. Alors, à Fukuoka, vous verrez le Toshoji, le temple que vous avez sous les yeux, qui est un temple tout à fait étonnant, et puis le Kushido, que vous avez là également, qui est un peu plus ancien et qui est en plein centre-ville. Vous verrez également un jardin magnifique. Bon, je n'insiste pas. Vous verrez beaucoup de jardins au cours de votre croisière. Vous aurez l'occasion de vous émerveiller 100 fois devant la science des jardins, l'harmonie également avec laquelle ils sont construits, ils sont imaginés. Alors, après l'escale de Fukuoka, toujours dans l'île de Kyushu, nous irons à Nagasaki. C'est une ville également tout à fait remarquable. Voilà. Elle a été construite au fond d'un fjord. Alors, sur l'image de droite, vous voyez qu'au fond se trouve la ligne d'horizon avec l'océan. Et vous voyez que l'image a été, enfin, la gravure a été prise avec le fjord
au premier plan. Et la ville de Nagasaki se trouve tout à fait à droite, à gauche, pardon, en bas de l'image. Et c'est là que les Occidentaux, les Hollandais précisément, avaient accès au Japon pendant les 250 ans au cours duquel le Japon était fermé aux étrangers. Seuls les Hollandais avaient droit d'y accéder dans une île artificielle qui avait été construite dans le fond de la rade de Nagasaki. Et une fois par an, donc les Hollandais importaient aux Japonais les biens de consommation qu'ils ignoraient, le matériel d'optique, d'horlogerie, etc., qui venaient d'Europe, le vin également qui venait d'Europe, les armes. Et en contrepartie, les Hollandais repartaient du Japon avec de la porcelaine, avec des lingots d'argent et avec surtout des lacs, des paravents, des objets en lac qui étaient si estimés des Occidentaux au XVIIIe et au XIXe siècle. Il reste cette occupation néerlandaise, des bâtiments comme ici la maison que vous voyez à gauche. Et puis il reste surtout toute l'île de Deshima qu'on peut vraiment visiter. Et on retrouve encore la maison du gouverneur, on trouve une église catholique, on trouve énormément des entrepôts qui illustrent donc l'occupation occidentale de la ville de Nagasaki, qui était un trait d'union très fin, très ténu finalement, entre l'Orient et l'Occident pendant 250 ans. Voilà encore une très belle maison dans les hauteurs de Nagasaki, avec une très belle vue sur la rade. Et la ville elle-même a été entièrement refaite après son bombardement. C'est une ville très agréable, très ouverte. Donc vous verrez également le mémorial de la bombe, qui est assez poignant, à mon avis, plus intéressant encore que celui d'Hiroshima, et plus didactique également, plus pédagogique également que celui d'Hiroshima. Alors, après l'escale de Nagasaki, on fera une dernière escale dans l'île de Kyushu, à Kagoshima, qui est le port le plus méridional, la ville la plus méridionale du Japon. La grande ville la plus méridionale du Japon, elle est construite au bord d'une gigantesque baie, un peu comme la baie de Naples, avec au centre un volcan actif qu'on peut encore voir aujourd'hui. C'est très spectaculaire. La baie est très ouverte et la visite commence, la visite de Kagoshima commence avec la visite l'observatoire de Shiroyama, donc vous avez sous les yeux, et puis elle se poursuit avec la visite du jardin de Sengonahan, qui est là, qui est en fait un jardin d'une ancienne demeure de samouraï. Et exactement comme dans un des jardins que je vous ai montré tout à l'heure, il y a une transition qui s'est faite de façon très subtile entre le jardin artificiel et puis la baie de Kagoshima à l'arrière-plan et le volcan. Et on a l'impression que c'est le même décor qui se poursuit de façon insensible depuis le naturel vers l'artificiel, depuis l'artificiel vers le naturel plutôt. Il y a également un petit musée qui est intéressant à visiter à Kagoshima et vous le visiterez dans le donjon du château qui a été très largement reconstruit. Après Kagoshima, la croisière se termine, on retourne à Tokyo et vous verrez à Tokyo tout ce que vous n'avez pas vu au cours de la première escale à Tokyo en descendant de l'avion la première fois. On est 15 jours plus tard. Vous avez eu le temps de vous remettre du décalage horaire, de vous familiariser avec vos guides, vos accompagnateurs, etc. Donc c'est beaucoup plus détendu. Vous verrez la capitale japonaise avec un œil beaucoup plus détendu, beaucoup plus reposé. Alors vous irez voir le sanctuaire qui est dédié à la dynastie Meiji, que vous avez sous les yeux, qui est un très très grand sanctuaire dans un grand jardin au milieu de Tokyo. Alors c'est bizarre, encore une fois, d'imaginer que dans cette ville si grouillante, si animée, c'est une des plus grandes villes du monde, hein, il y a des oasis comme ça de verdure absolument étonnants. Et c'est un des contrastes qui sont si singuliers finalement avec le Japon. Voilà encore une façon d'accentuer, de mettre l'accent sur ces contrastes. Le quartier d'Akihabara, qui est le quartier de la haute technologie et de l'informatique. Et vous visiterez ce quartier également, vous en visiterez d'autres, pratiquement vous irez au musée national notamment. Il n'y a pas beaucoup de quartiers qui vous seront étrangers finalement après cette visite assez complète de Tokyo. Et puis vous quitterez Tokyo soit le matin de bonne heure, soit en soirée au contraire, après avoir passé une journée de plus à Tokyo, et vous rentrerez à Paris par un vol direct. Donc encore une fois, un vol très simple, direct, soit de jour, soit de nuit, en 12 heures. Vous serez de nouveau accompagné, enfin vous serez toujours accompagné par vos accompagnateurs de voyage d'exception qui attendront que vous avez pris que vous aurez récupéré votre bagage sur le convoyeur à Charles de Gaulle avant de vous quitter. Voilà, c'est comme ça que se termine donc mon évocation des prochains voyages d'exception au Japon. À très bientôt et bon long week-end. Merci, au revoir.